Voici une petite question d'électrostatique. On peut répondre assez simplement. On demande ici, que dit la loi de conservation de la charge électrique? Alors, qui dit loi de conservation, on sous-entend qu'on se conserve. Se conserve. Se conserve, ça veut dire que il n'y a tout reste en même quantité, il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. Diminution de quoi? Comme la phrase l'indique, de la charge électrique. Et je dirais même, plus que ça, c'est la charge totale. De la charge totale électrique. Donc on parle ici de charge totale électrique. Alors de quel système? Le système, c'est l'univers. Donc le système pris en compte ici, c'est l'univers. Alors l'univers, il peut être considéré comme un système fermé. C'est un système fermé, isolé. Voilà. Donc si je prends un tel système isolé, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas d'échange avec le milieu extérieur. Hein. Voilà, on va prendre le système ici. À l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le milieu extérieur au système. Eh bien, dans ce système, la charge totale est constante. La charge totale est constante. Alors, je peux mettre la charge totale par la somme des charges. Ou si vous voulez, la somme des charges, c'est Q total. La somme des charges de l'univers est constante. Donc elle ne varie pas. En système isolé, bien sûr, parce que si maintenant vous introduisez des charges de l'extérieur, c'est normal qu'il va varier. Si vous en retirez du système isolé vers le milieu extérieur, c'est normal qu'il y a perte de charge. Si maintenant vous introduisez par le milieu extérieur, c'est normal qu'il n'y a plus de conservation. Là, c'est tout à fait normal. Mais ici, dans un système isolé, tel que l'univers, eh bien, l'univers possède la charge totale qui est un invariant. C'est-à-dire qu'elle reste constante. La charge totale est un invariant. Alors, pour construire une phrase à ça, on dira dans quel milieu on va considérer un système isolé. Dans un système isolé, la charge totale par exemple, l'univers est un système isolé, la charge totale est maintenue constante, ou si vous voulez, reste constante. Et vous voyez qu'on a, voilà, la charge totale dans un système isolé est un invariant. C'est-à-dire que ça ne varie pas. Bien sûr, il faut toujours dire dans un système isolé. Autre
autre façon de dire, la charge totale ne varie pas. Oui, attention qu'ici j'ai mis 2 fois le système isolé. La charge totale des systèmes isolés, oui, donc voilà. La charge totale des systèmes isolés est un invariant. La charge totale ne varie pas dans un système isolé. Et donc ça, c'est 3 façons de dire la même chose. C'est 3 façons de dire la même chose. Donc il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'augmentation ni diminution de charge. Maintenant, si vous prenez un système isolé, si vous introduisez des charges par l'extérieur, à ce moment, il est plus isolé. Hein. Parce que isolé, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. Si maintenant vous prenez un système isolé et que vous faites un échange avec le milieu extérieur, le système n'est plus isolé. Hein. Voilà. Vous l'avez ouvert, puisque vous avez fait un échange, soit en introduisant des charges de l'extérieur vers le système considéré, ou soit vous avez sorti des charges du système vers le milieu extérieur. Et donc là, vous avez ouvert le système, puisqu'il y a un échange avec le milieu extérieur. Système isolé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. Hein. Donc quand il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur, la charge totale, elle reste constante. Maintenant, si le système n'est plus isolé, c'est-à-dire qu'il y a, si vous avez un système ouvert, à ce moment-là, bien sûr que ça va varier, parce que vous apportez des charges de l'extérieur, vous en retirez de l'intérieur pour le ramener vers l'extérieur. Ça, c'est normal que ça varie. On peut voir ça comme aussi l'échange de chaleur, c'est un petit peu la même chose avec la chaleur. La chaleur d'un système isolé, s'il est parfaitement isolé, il n'y a pas de perte de chaleur, la chaleur, elle reste constante au sein du système, hein, isolé. Maintenant, si vous faites un petit trou, c'est normal. Soit vous pouvez apporter de la chaleur de l'extérieur par le petit trou, et donc la chaleur intérieure va réaugmenter, parce que vous ramenez de la chaleur de l'extérieur dans le système qui n'est plus isolé, puisqu'en fait vous avez fait un trou. Ou alors vous pouvez faire échapper de la chaleur du système vers l'extérieur. C'est la même chose que, voilà, prenez l'exemple d'un thermo. Un thermo, le problème c'est que le thermo, un thermo que vous achetez au commerce, il n'est pas forcément isolé. Il y a toujours des échanges avec le milieu extérieur, donc on ne peut pas dire qu'il est isolé. Voilà, on va dire ça comme ça. On peut dire qu'il est voilà, fermé, oui, mais pas isolé à 100%. Parce que voilà, il y a toujours des pertes de chaleur dans un thermo. Dans un thermo à café. Donc si on veut maintenir un thermo à café, avec le temps, il y a une perte de chaleur et le café à l'intérieur va se refroidir parce que justement il y a des pertes de chaleur avec le système lui-même, voilà, qui n'est pas purement isolé, il n'est pas à 100% isolé. Il y a toujours des pertes. Alors, quelle que soit l'isolation que vous allez faire dans une habitation, par exemple, vous allez aussi avoir des pertes. Hein. Il y a toujours des pertes. Voilà. Pour créer un système isolé, pour trouver un système isolé, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Voilà. Donc, théoriquement, on définit des systèmes isolés où on se dit qu'il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte de quoi que ce soit. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, c'est des charges. Dans le système isolé, on se dit qu'il n'y a aucune perte de charge électrique, parce que justement, s'il y avait des pertes de charge électrique, il ne serait pas isolé. Voilà, il serait pas isolé. On aurait un échange avec le milieu extérieur. Donc la question ici, bon, peut se retourner en voilà. Que dit la loi de conservation de la charge électrique? Alors, les lois de conservative, on en a beaucoup, hein. Voilà, par exemple, on a des lois de conservative au niveau énergie, au niveau de la chaleur, voilà, au niveau des charges. Les lois de conservation, c'est pas ce qui manque hein, dans l'univers. Alors, on a des conservations de grandeur, c'est ce qu'on appelle des lois conservatives. Il n'y a pas de variation.
Et donc ici, on a bien une loi conservative. Mais une loi conservative concernant une grandeur qui est la charge électrique, la charge totale électrique. La charge totale. Attention que ici, quand je dis charge totale, vous m'avez bien compris que c'est charge totale électrique. Hein. Vous avez compris que c'est la charge électrique totale ou charge totale électrique. Vous aurez compris que ça a une connotation électrique. Hein. Là, c'est la charge électrique. Sous-entendu électrique. Hein. Donc quand je dis charge, vous m'avez bien compris que c'est la charge en coulomb. Donc il s'agit d'une charge, c'est une totale de charge électrique en coulomb. Alors je rappelle que dans un système isolé, les lois conservatives de l'énergie vous disent que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Alors les lois conservatives, comme je dis, ça concerne l'énergie, la matière et les charges. Et bon, on pourra encore trouver d'autres lois conservatives, mais en tout cas, les premières qui viennent à l'esprit en science, c'est les lois conservatives de matière. D'où les lois de Lavoisier. Hein. Voilà, Lavoisier, d'énergie. Alors, pourquoi? Parce que matière et énergie sont liées. C'est juste ça. On ne peut pas parler de matière sans parler d'énergie. On ne peut pas parler d'énergie s'il n'y a pas de matière. Là, et donc, bien sûr, les charges. Alors, sachez que les charges, on en retrouve dans la matière. Hein. Voilà. Et qui dit charge, dit force électrostatique. Qui dit force électrostatique, dit travail électrostatique. Et qui dit travail électrostatique, dit potentiel électrique. Donc, et là, vous avez le chemin qui mène tout droit à l'énergie. Puisque quand on parle de potentiel électrique, après on parle de différence de potentiel électrique. Donc vous voyez que ici, le chemin, bien sûr, il faut un environnement. Hein. Alors ici, la Terre est dans l'univers, l'environnement c'est l'univers. Et donc, fatalement, si vous faites une expérience terrestre, vous êtes sur Terre. Voilà. Mais la Terre fait partie de l'univers. La Terre appartient à l'univers. Donc on est quand même dans l'univers. Et donc dans l'univers, c'est un espace 3D où il préexiste des charges. Et ces charges-là sont soumises à la loi conservative. Elles existent. Elles sont constantes en quantité. Et donc, une fois que vous utilisez des charges électrostatiques, ça va ramener des forces électrostatiques. Et qui dit force électrostatique, bien sûr, dit champ électrostatique. Voilà. Et qui dit champ, force électrostatique et champ électrostatique, voilà, vous dit travail des forces électrostatiques. Qui dit travail des forces électrostatiques dit potentiel électrostatique. Donc, vous voyez que on se ramène tout droit à, je veux dire, des charges qui sont liées quand même à de l'énergie. Des charges qui sont liées à de l'énergie. Alors, je rappelle que le travail, c'est en joules. Le travail s'exprime en joules, le potentiel en volts. La force est en newton et le champ c'est en newton par coulomb ou en volts par mètre. Vous pouvez dire aussi des volts par mètre. Et la charge, bien sûr, c'est en coulomb. Et donc, vous voyez le cheminement. Hein, qui dit ensemble de charges dit ensemble de force. Qui dit ensemble de force dit travail des forces électrostatiques. Qui dit travail des forces électrostatiques dit potentiel. Et donc, potentiel électrique et dit différence de potentiel entre deux points. Alors, bien sûr, tout ça, c'est situé en un point. Quand on parle d'une charge, c'est une charge en un point de l'univers. Donc, c'est lié à des repères. Il faut mettre des repères à 3 dimensions si vous parlez en 3D, des repères à 2 dimensions si vous êtes dans un plan, des repères 1D si voilà, ça vous suffit pour traiter le problème sur une ligne. Donc vous voyez que c'est tout tracé. Hein. La charge,
qui préexiste. Je vous rappelle que les charges préexistent dans l'univers, elles sont dans l'univers. Voilà. Et en fait, c'est comme si on avait un réservoir d'utilisation, on peut utiliser les charges de l'univers. Voilà, on n'en crée pas des supplémentaires et on n'en enlève pas des supplémentaires dans l'espace. On ne fait que utiliser des charges de l'espace. Et on n'en crée pas plus parce qu'en fait, la charge voilà, provient d'une loi conservative et que dans l'univers, l'ensemble des charges totales est constante. Donc vous avez quelque chose qui préexiste que vous faites que utiliser. Vous faites qu'utiliser voilà, les charges. Alors, quand je dis loi conservative au niveau de la matière, c'est que si vous faites une réaction chimique, la matière va se transformer en une autre matière, une molécule. Vous mettez une molécule A et B dans une réaction chimique, va vous donner C et D en produit. Et en réactif, si vous mettez A et B en réactif, il va vous donner C et D, par exemple, en produit. Eh bien, A et B n'est plus C et D. Mais C et D proviennent de A, B par transformation de la matière. Donc on a des nouvelles molécules, si vous voulez, qui proviennent des molécules qui ont été mises en réaction. Donc la matière, elle est conservée. Et c'est pour ça qu'on a les lois conservatives avec le nombre de moles qu'il faut équilibrer dans une réaction chimique. Donc le nombre d'atomes est conservé, le nombre de moles de matière est conservé. Et donc vous voyez qu'on a bien l'équilibre de matière au travers de Lavoisier et de Proust, bien sûr, parce que voilà, les lois conservatives, c'est aussi quelque part Proust. Mais maintenant, au niveau énergétique, effectivement, quand vous faites des réactions chimiques aussi, il y a l'aspect énergétique qui intervient, et aussi, là, on a des transformations voilà, d'énergie. Transformation d'énergie, mais le bilan global de l'énergie, elle demeure constante. Et aussi, la charge est aussi une constante dans l'univers. Donc vous voyez que les lois conservatives, on a de plusieurs types qui vont jouer sur matière, énergie, charge. Et je peux vous dire que matière, énergie, charge sont liées entre elles. Parce que dans la matière, on retrouve des charges. Et l'énergie est liée intrinsèquement à la matière. On va dire ça comme ça. Alors je vous rappelle que dans la matière, on retrouve des forces colombiennes. Et donc, on a du potentiel des courbes de potentiel. Hein, des courbes de potentiel qui sont propres à la matière. Et tout ça, grâce aux interactions à grande distance ou faible distance. Grâce à ça, on a des courbes de potentiel qui décrivent voilà, l'énergie potentielle de la matière. Par exemple, vous prenez H2, la molécule d'H2, qui est deux hydrogènes liés ensemble, ben on peut dessiner les courbes de potentiel dues à toutes ces interactions de charge électrique. Hein, de charge électrique. Donc on aura à grande distance, proton-proton, proton-électron. On aura à courte distance, voilà, à courte distance, et on fait des bilans globaux de toutes ces interactions pour obtenir voilà, les potentiels, les courbes de potentiel de H2 par exemple, si vous étudiez H2. Je vous remercie.